C'est un exposé, celui de Carlo, la question de la mélancolie, tandis qu'Antoine Jacou, il avait souligné plutôt la question de l'angoisse, n'est-ce pas? Je ne veux pas que la parole reste monopolisée ici. On va peut-être faire un tour aussi, si vous souhaitez. François, oui. Il faudrait peut-être le fameuse... oui. Micro de notre... Oui. Bon, écoutez, quel après-midi de ruines et de mélancolie et d'hypocondrie, et dans un climat politique, social extraordinairement complexe. Je peux que redire, puisque c'est la dernière séance, à quel point je suis reconnaissant à Renato Seidel d'avoir organisé cette série sur un titre si pertinent, Délire et réalité sociale, parce que plus ce séminaire est lancé, moi je le pratique tous les jours, quoi. C'est-à-dire c'est devenu un repère par rapport à des éléments qui sont aujourd'hui présents, en particulier aussi cette question qu'on a discutée plusieurs fois du côté contagieux, parce qu'au fond, si on a pu dire d'abord, il y a une disjonction entre le singulier et le collectif, on s'aperçoit que la psychanalyse s'intéresse à la conjonction, à l'intersection entre le plus intime et le plus collectif, et qu'avec des problématiques intimes, on peut aussi détruire la société. On peut faire prendre feu à la société comme des revendications technologiques comme celles dont j'ai parlé, mais qu'au fond, on a exploré l'intersection entre l'intime et le collectif. Et au fond, c'est des dimensions contagieuses, des dimensions angoissantes. C'est intéressant que tu dises, au fond, l'après-midi est mélancolique, hypochondriaque et ruine. Et puis, en même temps, Antoine Jacou a mis l'angoisse. Enfin, je pense que là, peut-être, ça pourrait être une question qui pourrait être répercutée. Alors, à partir de là, j'ai pris des notes en tournant compulsivement mes pages, mais hommage à Renato, donc peut-être à répéter. Encore, le monde va finir par s'améliorer si on suit les séminaires de Renato. Il faut les rendre. Il y a toutes ces caméras. On va les passer aux États-Unis le 5 novembre. Il y aura une élection tout à fait surprenante. Bref. Je pense qu'Antoine Jacou a ouvert les choses d'une façon spectaculaire par rapport à notre travail de cet après-midi, parce que tout converge autour de la question du temps, me semble-t-il, du maniement du temps, de la place du temps, et au fond, l'unité des exposés qui effectivement se touchent sur des lignes de crête. Pour moi, c'est le temps et son maniement. Vous avez situé au fond l'hypothèse 1, maladie de l'imagination. Bon, j'en ai parlé finalement avec la maladie de la contagion, etc. Mais enfin, je prendrai l'hypothèse 2, une maladie de l'information. Plus on en sait, plus on souffre. Et 3, une maladie de l'anticipation, le côté anti-futur, c'est-à-dire d'être collé au sol, quelque chose comme ça que j'ai noté en passant. C'est-à-dire il n'y a pas de décollage, il n'y a plus de décollage. Or, si on veut imaginer que la psychanalyse a une place là-dedans, pourquoi la psychanalyse dans tout ce désespoir hypochondriaque de ruine? C'est peut-être qu'on a l'idée folle, peut-être mégalomane comme miroir du problème, comme disait Anne Edan, mais on a quand même l'idée qu'on va pouvoir décoller. Alors j'ai essayé de me demander les conditions du décollement. Alors, Carlo Dellinocci, dans un super exposé, plein de références que je n'ai pas pu toutes noter,
au fond, part de la même position, c'est-à-dire englué dans la bile, hein, c'est-à-dire la bile qui devient source de jouissance, la jouissance d'être englué. Hein, c'est beau. Au moins là, on est englué. Mais j'ai perdu mes notes. On est englué, c'est-à-dire que on est dans un temps figé de la mélancolie, quoi. Un temps arrêté. Au moins là, on est en sécurité, quoi. On est mort, on est déjà mort, on n'est pas né, on n'aurait pas dû naître. Mieux vaut ne pas être né, on est déjà disparu. Donc au fond, on est englué. Et au fond, lui nous propose, puisque je ne vais pas faire un exposé à mon tour, mais lui il propose une sortie par l'extase. Hein, Facchinelli propose une sortie. Oui, mais bon, vous adhérez à ce qu'il dit, c'est-à-dire l'éloge de quelque chose qui passe par l'introduction de quelque chose de différent dans le maniement du temps. C'est-à-dire, je vois, il est là, à Gênes, il y a ce phénomène d'extase qu'il vit au bord de la mer, et puis au fond, il y a quelque chose qui est une sortie, un allègement, une sortie de quelque chose qui est totalement arrêté, comme une traversée de l'horizon, enfin, je ne sais pas. Alors, ça veut dire que c'est un hors-temps, c'est un temps zéro, c'est un trou dans le temps, c'est quelque chose, au fond, par-delà le temps, je ne sais pas, il faudrait que Antoine Jacou traduise en termes plus littéraires, mais enfin, si on mettait au cinéma, on pourrait bien imaginer cette espèce de trouée, quoi, qui serait possible. Anne Edan, dans un exposé clinique très bien construit, poignant, au fond, met en jeu la ruine et la progression, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est pas l'anti-futur, là c'est le futur de ruine. C'est la ruine inéluctable, le travail de ruine, comme la pulsion de mort qui vient au fond avoir une logique tellement puissante qu'elle détruit tout. Alors, qu'est-ce que c'est que la possibilité de changement? Vous avez dit la crise, hein, c'est-à-dire qui est aussi un monument du temps. C'est-à-dire la coupure dans le temps, la crise qui est effectivement aussi l'occasion, quoi. Hein. C'est-à-dire d'un côté, Carlo nous mène à Gênes après un moment sur la plage, extase. Là, il y a presque une dimension d'espace. Et puis vous, c'est la coupure du temps, la crise, et au fond, quand même, un espoir, quoi. Hein, c'est-à-dire un peu d'insouciance possible dans tout ce qui est mis en jeu. Alors, par rapport à ça, je termine. Enfin, voilà, donc l'espace, le temps, l'affranchissement du temps, quoi. Enfin, finalement, c'est un après-midi. Est-ce qu'on peut s'affranchir du temps dès lors qu'on est collé dans le temps, dans un temps gelé, etc. Et que comment est-ce que la psychanalyse peut se dire que peut-être il faut intervenir à côté, il faut être un peu décalé, et que c'est peut-être une réflexion sur le temps qui nous permettrait de... Alors, je voulais saisir juste les choses à partir d'une petite fable, puisque vous nous avez encouragé à faire des pas de côté. C'est le colosse de Rhodes. J'allais dire le colosse de Rhodes, mais c'est le colosse de Rhodes, c'est Godard. Puisqu'on est à l'anniversaire de Brigitte Bardot, que c'est comme ça que j'ai glissé du colosse de Rhodes au colosse de Roll. Le colosse de Rhodes, il y a un livre qui va sortir d'un archéologue, la science des ruines, a dit Renato. Science des ruines, l'archéologie. Et lui, c'est dans sa science des ruines, Nathan Badou, d'ailleurs archéologue de Genève, archéologue cantonal,
a fait une archéologie qui va sortir en anglais à Boston dans une édition prestigieuse, très ahurissante, archéologie du colosse de Rhodes dont la ruine n'existe pas. Parce que la caractéristique, c'est que le récit est transporté, mais ce extraordinaire colosse qui, avec ses 2 jambes, laissait passer les bateaux, hein, pas de traces. Et lui a eu l'idée de faire l'archéologie des ruines qui n'ont pas laissé de traces. Et au fond, nous pouvons nous demander aussi dans notre métier, je termine, en quoi on est à risque de faire consister les ruines en prenant ces ruines comme des traces de quelque chose qui a eu lieu. Donc, solution par l'extase, sortir du tableau, solution par la coupure temps zéro de la crise. Telles sont peut-être les voies ouvertes par les exposés de cette journée, pour moi. Vaste question, je ne sais pas qui souhaite commencer. Oui. Je me suis demandé si on ne pouvait pas parler... Il paraît qu'il faut utiliser un micro, quelqu'un a dit. Vous qui avez demandé d'ailleurs le micro. Je me suis posé la question, à écouter vos exposés, si on pouvait parler d'hypocondrie sociale, c'est-à-dire où le corps social, la société est prise comme un corps, et où véritablement il y aurait un dysfonctionnement au niveau social, que je m'accroche à votre idée du plus, dans lequel on est poussé, qui est censé produire du bien-être et qui finalement produit tout le contraire. Et que cette hypocondrie sociale créerait un malaise, déboucherait sur un véritable malaise qui, lui, est générateur de symptômes du type complotisme dans le domaine politique, dans le domaine économique, etc. C'est un peu comme ça que j'ai essayé de me raccrocher un tout petit peu aux thématiques qui ont été évoquées. Il ne fonctionne pas, là. C'est un micro qui ne fonctionne pas, en fait. Il n'y a pas de haut-parleur ici, c'est elle qui entend. Ah, c'est ça. Eux, ils n'entendent pas, Vous nous. n'êtes pas des chanteurs. Juste pour faire très court, c'est-à-dire que le livre de justement Hervé Mazurel, L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, c'est-à-dire qu'il commence son livre, je suis encore au début, mais il revient avec cette idée qu'à chaque époque, ses symptômes. C'est-à-dire qu'à chaque époque produit, c'est-à-dire des maladies et des symptômes et des cures. Voilà. Donc il faut accepter ça, à moins de faire comme Mégalopolis, que tu devais aller voir, François, où le type arrête le temps. Donc, il a le pouvoir d'arrêter le temps. Alors, il faut aller voir, il est au cinéma, je pense que ça a commencé. Mégalopolis. Oui, je sais. Oui. Je me réjouis de le voir. J'ai lu toutes les critiques négatives sur ce film, et plus j'ai lu de critiques négatives, plus j'ai envie d'aller le voir, plus je me dis que voilà, bon, après... Peut-être qu'il y a une période de la vie où on a envie d'arrêter le temps, mais ça, je partage avec lui. Enfin. Mais de nouveau, c'est un film, je n'ai pas vu le film, mais c'est un film sur la fin de... On est dans cette question de l'hypocondrie sociale, cette épidémie d'angoisse. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas faire une séance du prochain séminaire à Mégalopolis pour pouvoir associer sur l'idée du temps qui traverse la ruine, du temps et ruine, temps et hypocondrie, temps et mélancolie. J'ai une petite question pour Carlo. Tu parlais de réinjecter, pour le traitement de l'hypocondriaque, de réinjecter du média. Alors bon, est-ce que tu pourrais en dire plus? Enfin, tu en as dit un certain bout, mais est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus? Voilà. Injecter du média, ça veut dire réinjecter du sens.
Parce que c'est ce qui passe dans ces phénomènes, surtout, dans cette presque épidémie d'hypocondrie qu'on voit à l'hôpital. Dans ces phénomènes psychosomatiques diffus où, on ne trouve pas d'objectivable et donc le patient il est confronté à une quête sans arrêt, etc. Il faut, en quelque manière, redonner à la parole une fonction symbolique. C'est-à-dire redonner à la parole une fonction de se remettre en place, de dynamiser. C'est ça qui est compliqué. Donc, tout ce qui est pour moi média, tout ce qui est... Donc, bien sûr, la parole pourrait suffire, mais j'ai l'impression qu'elle ne suffit pas. Dans la clinique que je vois à l'hôpital. Donc, elle a perdu en quelque manière, ou elle est figée dans des courts-circuits presque théoriques, que je trouve. Et tout c'est figé, tout c'est assez bloqué. Donc, réintroduire du média, ça veut dire repermettre à la parole d'avoir une fonction associative. Alors, pourquoi pas avec d'autres expériences qui peuvent permettre à cette fonction de se remettre en marche. Et, par exemple, je pense à la musique. Je ne vois pas très bien le lien entre hypocondrie, souci du corps et le recours à la musique. Je ne vois pas très bien. Oui. C'est-à-dire que dans l'hypocondrie, il y a une espèce de gélification du signifiant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est figé, qui est bloqué, on n'avance pas. Autant du côté du patient que du côté aussi du thérapeute. Alors, toutes sortes, à mon avis, de tentatives de pouvoir remettre du dynamisme autour de symbolique, ça serait une bonne chose, moi, je trouve, y compris la musique. Parce que c'est quelque chose qui... Bon, la musique, comme je l'ai cité par rapport à la dimension esthétique, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, va presque à toucher le vide, au cœur du problème. Donc, elle est assez instantanée, quoi. Donc, dans une expérience, moi, je trouve, thérapeutique, elle peut avoir une fonction assez, puissante en termes de remettre, en marche quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion et pouvoir la verbaliser, pouvoir la nommer, pouvoir l'associer, quoi. Mais techniquement, comment tu t'y prends? Vous passez, je sais pas, le 5e de Beethoven, un petit requiem de Mozart, mais concrètement? Concrètement, j'ai un petit projet de recherche sur ça où j'utilise l'écoute musicale comme une espèce de toile associative. Donc, et je choisis des musiques selon c'est ce que j'appelle des capacités de représentabilité. Par exemple, tu écoutes une musique de Beatles ou de Mozart, assez rapidement, tu peux la siffler, donc tu peux la représenter. Il y a des musiques qui sont plus difficilement représentables, plus, ou le repère, par exemple, moi je fais beaucoup de musique dans ma vie, donc je me base aussi sur ma expérience personnelle. Donc il y a des musiques qui sont plus difficiles à quelque manière à se représenter, où la dimension, par exemple, rythmique ou mélodique, elle est beaucoup plus nuancée. J'ai fait une analogie avec un tableau. Si tu prends un tableau de Michel-Ange, tu vois tous les sujets, tu comprends la scène, tu la représentes. Tu vois un tableau de Rothko, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus métaphysique. Il y a des musiques qui sont plus proches de ça. Alors les patients, ils écoutent. Alors c'est ce qui est. Alors avant de faire ça, par exemple, j'ai fait passer à des patients justement hypochondriaques, alexithymiques, opératoires, tout ce que vous voulez, en échelle, juste pour démontrer, moi je ne suis pas trop échelle, leur incapacité, grosso modo, de symbolisation, de ne pas nommer les émotions, de ne pas pouvoir associer leur déficit. Moi, je suis assez convaincu que c'est notre déficit en tant que thérapeute et pas forcément celle des patients. Donc, ils écoutent la musique et après, ils associent librement. La consigne que je donne, c'est une consigne top psychanalytique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est fou, c'est ce qui se passe. Donc tu les mets en condition pour stimuler un peu leur il y a esthésie. Beaucoup d'associations, il y a beaucoup de liens avec l'histoire, il y a beaucoup de liens avec la drogue, il y a une sortie de la plante. Donc il y a quelque chose de créatif qui se met en place qui est assez intéressant.
C'est assez proche. Tu parlais du psychédélique et de ta méfiance. Enfin, moi, je n'ai pas tellement d'expérience, mais je pense à un patient qui en a pris. Ça lui a permis de revivre des événements traumatiques et puis de trouver une issue différente à l'événement, de le comprendre différemment. Donc, quelque part, le psychédélique a fait office de musique pour lui faire revivre des choses qu'il a réassociées. Mais c'est pour ça que je dis que le psychédélique, la notion d'extase comme notion psychédélique, c'est une expérience humaine. Et là, j'adhère totalement à Fakinel. Fakinel, il a dit, au fond, l'extase, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve soit dans la substance, soit dans les mystiques. C'est un phénomène qui fait partie de la dimension créative que même le chercheur scientifique, il a quand il a son intuition, d'une certaine manière. Mais est-ce que, précisément, justement, avec cette orientation du suspens ou du temps qu'on cherche à voir, enfin, je suis très sensible à cette hypothèse aussi d'hypocondrie sociale. Est-ce que c'est un artifice un peu comme un autre, quoi ? C'est-à-dire, voilà, on propose de prendre des substances qui vont avoir une expérience inédite, et pour le moins du suspens du temps aussi, il me semble, ou cette musique, effectivement, d'une histoire sans parole. Parce que là où je suis très sensible, c'est comment vous avez croqué l'hypocondrie sur le « et si ». Et si, et si. Et puis on voit bien, et si jamais on a une nouvelle pandémie, et si jamais, et si. On voit bien ces et si qui viennent, et comment on peut calmer ça un tout petit peu. C'est-à-dire que pour une partie des hypocondriaques qui ne sont pas dupes eux-mêmes, c'est-à-dire, je me souviens toujours de cette blague, en fait, de l'hypocondriaque, où le médecin lui dit « Mais non, vous n'avez rien, c'est sûr, vous n'avez rien. » Puis au bout d'un moment, « Écoutez, ok, vous avez un cancer. » Et l'hypocondriaque dit « Non, vous dites ça pour me faire plaisir. » Il y a tout un corpus de plaisanteries, il y a tout un corpus. Voilà, sur la tombe des hypocondriaques, on peut lire « Je vous l'avais bien dit ». C'est dans les grands classiques de l'humour. Mais je pense comment l'hypocondriaque, comme vous en parlez de manière assez magistrale à travers tous ces récits inauguraux, comment l'hypocondriaque peut se détacher en fait de cette hantise ou de cette angoisse majeure comme ça, comment lui permettre de ne pas être tout à fait dupe lui-même de son discours. Tout comme j'aurais tant souhaité moi-même que cette adolescente, quelqu'un puisse lui dire « Attends voir, vraiment ? C'est ça que tu dis ?» Quand il échappait cet élément essentiel en fait au récit d'un enfant abusé qu'est la culpabilité. C'est-à-dire il manquait quelque chose au tableau pour en faire un abus quand même. C'était la culpabilité. Il y avait quelque chose là que je n'ai pas retrouvé, en tout cas. Et du coup, je me demande comment on peut, nous, peut-être dans notre champ, et peut-être c'est notre éthique, pouvoir faire un pas de côté par rapport à ces discours comme ça, dont le sujet n'est pas forcément lui-même dupe, quoi. Et comment il y a quelqu'un, effectivement, rêvons, qui puisse entendre quelque chose de ce qu'on est en train de dire là maintenant. Enfin, voilà. Oui, mais j'aimerais signaler quand même dans ton exposé très psychanalytique, magnifique, éblouissant. J'ai beaucoup aimé parce que les cas cliniques est très intéressant. Tu signales une position mélancolique, un délire mélancolique, et tu fais les liens, c'est ça qui m'intéresse, avec les 3 modalités de la négation. Alors, pour moi, c'est le déni. Vraiment, c'est dans la position mélancolique, je parie sur la question du déni. Mais comment ce déni aussi fait un lien avec les réalités collectives, fait aussi un lien avec notre déni actuel. On voit de plus en plus cette modalité dans un... Je ne sais pas si c'est un discours, je ne pense pas que je peux l'élever c'est plutôt une position mélancolique. Je vois la société occidentale, la nôtre, pas la Suisse seulement, très mélancolique. Et puis comment l'articuler par rapport à la psychanalyse à cette volonté de ruine, cette position mélancolique, au délire où tout le monde délire, mais à la question de la négation, du déni, qui c'est très important dans la position psychotique. Alors, bravo. Et peut-être dans ce premier énoncé de cet homme qui m'appelle, qui dit « voilà ce qui se passe » et qui précise « je n'y crois pas ». Non, parce que je trouve important d'avoir entendu une des premières phrases que j'ai entendues sur le cas, c'est elle dit qu'elle se fait abuser, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et du coup, c'est dans ce côté, je n'y crois pas. Bon, moi, on est tenu de toute façon de ne pas trop y croire à ce qu'on nous raconte.
Et puis de se dire, et en même temps de beaucoup y croire dans la réalité, enfin, la vérité du sujet, bien sûr, mais pas forcément dans une réalité à arbitrer, à juger, mais plutôt, voilà. Et ce je n'y crois pas, enfin, il n'a pas été très fréquent en fait dans les rencontres qu'il a pu avoir. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose là, personne ne peut se permettre de ne pas y croire. Il y a quelque chose qui nous pousse à ça quand même. Ça fait beaucoup de négation à la phrase, mais ça doit être normal.